BNP Paribas finance les énergies. Aujourd'hui, si on fait la part entre ce qu'on finance, qui est de l'énergie bas carbone, et de l'énergie fossile, on est à plus de 80% sur l'énergie bas carbone. Voilà, c'est juste ce chiffre-là. C'est une transition qui a été très marquée dans les années précédentes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé par Ourail, le média référence du voyage bas carbone qui rassemble plus de 500 000 passionnés. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ourail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour à tous les deux, comment ça va ? Très bien. Eh bien écoutez, je vous propose déjà pour démarrer de vous présenter. Alors je vais commencer. Barbara Blanc, je suis directrice de la mobilité chez BNP Paribas Banque Commerciale en France. Alors pour dire clairement, je m'occupe de permettre aux clients de BNP Paribas et d'Hello Bank de se voir proposer en tant que client particulier, professionnel ou entreprise des solutions de mobilité, des véhicules particuliers, véhicules utilitaires de toute énergie, toute marque, des vélos reconditionnés, de les accompagner aussi sur les mobilités alternatives en m'appuyant sur les savoir-faire de notre groupe. Voilà, j'ai 25 ans de groupe et j'ai travaillé dans les différentes entités expertes de la mobilité, ce qui me permet de passer la main à mon collègue Eric. Avant de passer la main à Eric, j'aimerais peut-être que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours aussi, que tu nous expliques comment tu es arrivé à faire ce métier. Alors, le métier en tant que tel de la mobilité, c'est plutôt un sujet d'appétence. J'aime bien les voitures, j'aime bien le vélo, j'aime bien la marche à pied. En fait, j'aime bien bouger. Je suis une hyperactive. Donc, ça correspondait déjà à quelque chose que j'avais envie de faire. À mon grand âge, j'ai envie de prendre plaisir toujours dans ce que je fais. Ça me tient en énergie et je pense que cette énergie, elle est communicable pour emmener des équipes sur des projets. On a monté ce département, ce savoir-faire qui réunit des expertises de tout le monde, un peu en mode intrapreneuriat. C'est une vraie opportunité en réunissant beaucoup de profils très différents. Et donc, c'est cette énergie qui m'a aussi toujours habitée et de monter des dispositifs. J'ai occupé des fonctions liées à l'équipement de la personne, toujours autour du besoin de la personne, que ce soit sur des fonctions commerciales, digitales, marketing, chez BNP Paribas Personal Finance, Arval, et donc maintenant la banque commerciale en France. Et je dirais que le leitmotiv est, sans être dans le marronnier sur le sujet, c'est d'avoir le sentiment d'apporter la bonne réponse au bon moment et de se dire on fait un job qui sert. On ne sauve pas des vies, mais ça sert aux gens et on est lisible et je peux l'expliquer à mon ado de 16 ans. Pour faire ce type de métier, tu as plutôt fait une école de commerce, une école d'ingénieur. École de commerce avec une spécialisation sur justement création d'entreprises et stratégie digitale. Et puis après, j'ai eu l'opportunité avec le groupe d'avoir des formations complémentaires. Et la dernière en date, j'ai pu suivre un cursus court, mais à McGill, et là aussi au Canada. Et ça permet aussi d'avoir des ouvertures de chakras tout en étant formé à l'agile, puisque j'encadre des gens qui sont plus jeunes, qui sont agiles, natives, qui, eux, ont été biberonnés au digital. Moi, j'ai quand même connu les cassettes et le magnétoscope. Voilà. Même si j'étais très jeune, mais c'est pas toujours si natif que ça, mais de savoir évoluer avec les gens et les comprendre. Ok. Eric ? Alors, de ma part, Eric Caruso, donc je travaille chez Arval. Alors, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent et qui ne connaissent pas Arval, Arval, c'est une filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans la location longue durée, spécialisée aussi dans les solutions de mobilité, comme tu le soulignais. Ça a été fondé en 89 et c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 1,8 million de véhicules à la route gérés par Arval dans le monde. Et on est 8600 collaborateurs, collaboratrices, dont la mission est d'offrir à nos clients, alors que ce soit des grandes entreprises, des PME, des ETI, des particuliers aussi, la bonne solution de mobilité pour leur cas d'usage et pour leur budget. Alors, mon parcours, aujourd'hui, je suis dans une équipe Sustainability chez Arval, donc, qui a vocation à intégrer les enjeux ESG, donc environnement, social et gouvernance, dans les pratiques de la banque. Je travaille beaucoup avec notamment les commerciaux,
les achats, pour intégrer ces enjeux. Et une de mes autres grosses missions, c'est de regarder particulièrement le sujet carbone. Évidemment, quand on parle de flotte de véhicules, le sujet carbone arrive très vite dans la discussion quand on est dans ces environnements, dans ces sujets d'environnement social et gouvernance. Mon parcours est relativement récent chez Arval. Alors, je ne pourrais pas dire que je suis un passionné de voitures comme tu l'as été. Moi, ce qui me drive, c'est la transformation, le changement. Et c'est ce qui a été le fil rouge de tout mon parcours. Alors, pour revenir à la question initiale de mes études, j'ai fait école de commerce, mais un peu particulière, parce que j'ai fait une expérience assez intéressante en fin d'école de commerce avec un partenariat avec l'école d'ingénieurs de Télécom Bretagne, en immersion pendant 1 an, donc un cursus conjoint sur la gestion des systèmes d'information. Ce qui fait que ma première partie de carrière, en fait, était très tournée sur l'IT et le digital. Voilà, et j'ai travaillé, puis j'ai fêté mes 15 ans l'année dernière chez BNP Paribas. Donc toi, t'as pas perdu de temps avec les cassettes et les magnétoscopes et tout Non, ça. moi j'ai toujours... alors j'ai fait les cassettes, hein, comme tout le monde. Je connais le lien entre un petit crayon et puis une cassette, ce que ça peut avoir comme lien entre les deux. Mais j'ai toujours été attiré par ces nouvelles technologies. Et donc mon rôle, justement, ça a été d'accompagner pendant longtemps, et surtout quand il y a eu tout ce boom de digital transformation, d'accompagner les gens dans cette transformation, leur faire valoir les bénéfices qu'ils allaient en retirer, comment gérer le changement, parce qu'il y a quand même des gens qui partent effectivement de beaucoup plus loin, hein, on ne va pas se le cacher. Et donc ça a été très enrichissant en fait d'accompagner. Et cette transformation, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, c'est pouvoir contribuer à cette transformation. Et il y a quelques années, j'ai opéré un peu un changement du digital vers la partie durable. J'étais dans la banque d'investissement et là-dessus, j'ai commencé à travailler un petit peu sur les sujets d'investissement durable, d'un peu loin, mais ça a aiguisé ma curiosité sur le sujet. Et ça m'a amené, il y a 2 ans et demi, à rejoindre Arval dans ce rôle. Où voilà, j'ai vraiment les mains entre guillemets dans le cambouis de l'environnement. Et alors, avant d'entrer plus dans le sujet, on va dire dans le détail du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le financement des mobilités durables, on a pour habitude de demander à nos invités s'ils sont accros au train, parce que forcément on est très branchés train, nous. Mais comme on va pas parler que de train dans cet épisode, je vais changer un peu la question et je voudrais vous demander à chacun quel est le mode de transport que vous utilisez le plus et est-ce qu'on peut dire que vous y êtes accro ? Alors, en toute transparence, je suis polymorphe sur les transports. Je suis en train de me demander dans mon quotidien, ça joue entre un véhicule électrique et le train. J'habite dans la première couronne parisienne et en fait, c'est le train. Voilà, c'est pas le métro, c'est le train. Et pour le week-end aussi. Transilien ou RER ? Alors, Transilien. Et après, tous les formats de train possibles pour bouger le week-end, voir la famille, les amis. Et aller randonner. Ah, c'est important. Et alors, t'es accro ou pas ? Ah oui. Ouais. Bon, moi, je trouve que globalement, ils sont ponctuels, c'est propre. Et je peux bosser tranquille, écouter mes séries. Et je trouve ça moins dangereux. Voilà. Donc, ouais, je suis accro. Et alors moi, je t'aurais répondu il y a quelques mois le vélo. Heureusement, je me suis un peu blessé le genou, donc je suis un peu contraint. Et donc aujourd'hui, c'est le RER. Et vraiment sans hésitation aucune, le RER au quotidien et dans les trajets autres. On essaie de privilégier le train, y compris quand on part à l'étranger. C'est pas toujours simple. Vous en parlez assez souvent ici. Mais le train reste quand même assez important. Et je me préparais à cette question en regardant les épisodes que tu animais précédemment. Et c'est marrant parce que ça m'a vraiment remis des émotions par rapport à mes jeunes années d'étudiant et quelques expériences, voilà, quand j'ai été faire un stage au sud de l'Italie, donc partir de Rouen pour aller à Brindisi, qui est vraiment dans le bout de la botte, en train, ça a fait revenir des très bons souvenirs avec le train. Il y avait déjà des beaux trains de nuit en Italie à l'époque ? Alors malheureusement, comme je m'étais pas très bien organisé à l'époque, j'étais jeune et un peu à l'arrache, je m'étais pas retrouvé dans un train couchette sur la deuxième partie du voyage, donc j'étais dans les trains légèrement inclinables. C'était pas une expérience extrêmement confortable. Ouais, quand on est jeune, ça passe. Ouais, ça passe. Ok. Et alors, je vais te laisser la parole, Eric. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Arval ? Tu l'as présenté un peu dans les grandes lignes, mais voilà. En gros, c'est quoi Arval ? Alors, qu'est-ce que c'est la location longue durée ? Parce que c'est notre cœur de métier et autour de ça, on a développé tout un écosystème de solutions autour de la mobilité. Donc, la location longue durée, c'est la mise à disposition pour un de nos clients. Hein, comme je disais, on a différentes typologies de clients, entreprises ou particuliers, d'un véhicule
moyennant un loyer fixe. C'est vraiment une différence par rapport à d'autres moyens d'avoir ce véhicule à disposition. On a un loyer qui va être fixe sur toute la durée. On parle d'une durée de 26 à 60 mois. Et ça va inclure souvent des services connexes, donc le véhicule, mais ça va être aussi la maintenance, l'assistance, l'assurance. On a les pneumatiques, voilà, toute une gamme de services autour de la gestion du véhicule pour simplifier un petit peu tout ça. L'intérêt derrière, c'est que c'est une maîtrise du budget, puisqu'on on sait à quoi on s'engage. Le loyer, il est fixe, il ne bouge pas pendant toute cette durée. Et ça, quel que soit, je sais pas, l'entretien, les accidents, des choses comme ça. C'est le principe. C'est-à-dire qu'on a factorisé dans notre modèle un certain nombre de tous ces éléments-là pour proposer, quand on fait un loyer, une proposition de loyer à nos clients, d'avoir ces éléments qui sont inclus dans son loyer, donc avoir un minimum de surprise. Et pour les entreprises en particulier, c'est vraiment important de pouvoir piloter cet aspect budgétaire. Et alors Barbara, est-ce que tu pourrais nous présenter du coup BNP Paribas Mobility ? Absolument. Alors BNP Paribas Mobility, c'est une marque chapeau, en fait, qui regroupe les savoir-faire de la mobilité de notre groupe. On en est l'exemple. Il y a plusieurs entités. Et pour pouvoir prendre parole sans avoir une kyriade, très honnêtement, de marques d'entités du groupe, sous l'impulsion à Thierry Laborde, il y a eu la création de cette marque. On fêtera là les 3 ans. Et en fait, BNP Paribas Mobility, ça couvre tout ce qui tourne autour de la mobilité, que ce soit les véhicules, donc à 4 roues, à 2 roues, on citait le vélo, toutes les solutions de mobilité alternatives, mais aussi tous les sujets d'infrastructure qui sont proposés par des entités. Et sous en fait, le savoir-faire de BNP Paribas Mobility, ce qui est bien pour un client ou pour un partenaire, c'est qu'il y a une tête de pont. Donc, celui qui a, je dirais, la solution principale ou l'expertise principale, il porte le sujet, il réunit en fait les savoir-faire et ça évite de toquer à 10 portes. C'est le principe même en fait de l'entité que j'ai le plaisir aujourd'hui de gérer au quotidien. C'est d'apporter justement au client une solution ou des solutions parmi lesquelles il a le choix, pour le compte de BNP Paribas Mobility, Arval et les autres entités. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'un particulier peut vous contacter pour savoir comment, quel mode de transport choisir et comment financer par exemple un vélo électrique. Mais ça peut être aussi une entreprise qui veut installer une borne de recharge sur son parking ou un truc comme ça. Exactement. Les entreprises, elles nous contactent pour les besoins sur leur site à eux, sur par exemple les collaborateurs. Et là, Arval a un savoir-faire sur lequel on s'appuie pour pouvoir proposer non seulement le véhicule, mais la borne au domicile du salarié. Parce qu'aujourd'hui, le sujet de la recharge, c'est un des principaux freins pour un collaborateur. Et en fait, on peut aussi coordonner. Sur le site de l'entreprise, ça va être plutôt nos collègues de Leasing Solutions qui gèrent tout avec l'ingénierie, parce qu'il y a des travaux et tout ça. Donc, eux, ils ont le savoir-faire avec les bonnes personnes. Et de coordonner avec Arval pour le véhicule, avec la borne pour le salarié, par exemple. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Et pour le chargé d'affaires qui a la relation avec par exemple l'entreprise que tu citais, c'est aussi un confort et il sait qu'il amène un service de qualité aussi pour son client. Parce qu'on peut se dire la mobilité finalement c'est un peu loin du cœur d'activité d'un banquier si on utilise ces termes. En fait non. Ça fait partie de ce qu'on sait faire et du conseil. Bon alors avant qu'on attaque un peu justement la prochaine thématique, évidemment par souci de transparence je vais préciser que c'est BNP Paribas qui sponsorise cet épisode. Cela dit, je ne vous ai pas transmis les questions à l'avance, ça va être un échange spontané et évidemment moi je vais essayer de garder une posture la plus objective possible. Pourquoi pas de vous challenger un petit peu, de vous piquer un petit peu pour essayer quand même d'avoir un échange intéressant et que ça ne ressemble pas juste à on va dire un épisode dans lequel vous nous servez un peu votre sauce institutionnelle. Donc voilà, et du coup on va attaquer directement sur un peu un sujet qui fâche. Donc sur son site, le groupe BNP Paribas se présente comme, je cite, un acteur incontournable dans le financement de la transition énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux auditeurs et aux spectateurs qui remettent en question justement la véracité de cette affirmation ? C'est sûr que c'est une question qui pique parce que c'est forcément des propos qu'on porte en tant que collaborateur.
Moi, en tant que collaboratrice, en tout cas, je m'y retrouve. Au quotidien, évidemment là sous le prisme de la mobilité, mais je dirais plus globalement, le sujet de l'électrification, le sujet de la décarbonation, le sujet de la part des investissements toujours plus croissants dans une économie durable et vertueuse, ça nous anime. Ça nous anime dans la façon dont on est managé, ça nous anime dans les formations obligatoires qui sont faites sur les collaborateurs, ça nous anime dans les chiffres, parce que le groupe s'est désengagé quand même de beaucoup de secteurs polluants ou très émetteurs de carbone. Et au quotidien, en revanche, il a investi. J'en suis la preuve avec en fait mon périmètre. On parlait d'intrapreneuriat. Il y a des moyens qui ont été mis pour en fait monter un service qui est, je te le disais juste avant de commencer l'émission, mais un service de conseil qui est gratuit pour les clients. Alors bien sûr que ça les fidélise d'avoir un contrat de location automobile chez BNP Paribas ou d'acheter son véhicule chez BNP Paribas. Mais ils peuvent aussi le financer au comptant sans prendre un produit de financement. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'on veut vraiment contribuer à l'électrification des flottes ou au recours à des mobilités durables. Donc au quotidien, c'est une réalité qui est palpable, mais c'est aussi une réalité qui est tracée. Eric le dira encore mieux que moi, il est dans une direction de l'engagement et il suit les indicateurs, mais tous ces indicateurs sont tracés. C'est aussi des indicateurs qui font l'estimation aujourd'hui de la qualité du résultat de notre groupe, qui sont évidemment tracés par les institutionnels, mais aussi les actionnaires. Donc il y a une volonté forte, c'est une philosophie. Et mine de rien, on blaguait tout à l'heure par rapport à l'ancienneté. Moi, j'ai 25 ans de groupe. J'ai été encore étudiante, j'y suis rentrée. Je suis mère. Voilà, j'ai envie encore de rester un petit bout de temps. Je suis plutôt sportive, j'aime bien la nature. Il faut pouvoir se regarder dans une glace dans ce qu'on fait et de se dire, est-ce que voilà, mon employeur, aujourd'hui, est-ce que c'est du fake ou est-ce que c'est réel ? J'ai le sentiment de regarder dans les yeux en te regardant, de me dire ce qu'on fait, c'est pas du fake et et on est tous engagés. Alors, je compléterai juste avec deux éléments. Le premier qui est un élément chiffré, c'est, tu le disais, c'est la part de financement. Donc BNP Paribas finance les énergies. Aujourd'hui, si on fait la part entre ce qu'on finance, qui est de l'énergie bas carbone et de l'énergie fossile, on est à plus de 80% sur l'énergie bas carbone. Voilà, c'est juste ce chiffre-là. C'est une transition qui a été très marqué dans les années précédentes, avec des engagements très forts. C'est tout type de financement ou c'est juste par exemple les obligations ou... C'est tout type de financement. Ce chiffre, il est quand même marquant sur la trajectoire dans laquelle on est inscrit. Alors oui, on peut se focaliser sur les 20% restants, mais moi je préfère regarder les 80% et cette bascule qui a été opérée. Ensuite, le deuxième élément que je voulais compléter aussi, c'est qu'il y a des messages forts qui nous sont adressés aussi du management. Dans un contexte aujourd'hui où tout ce qui est sustainable, environnement durable, il y a un petit peu de retour de bâton, on est vraiment dans une situation beaucoup plus difficile, voilà, sans parler spécifiquement de ce qui se passe aux États-Unis, mais voilà, ça déclenche quelque chose assez difficile aujourd'hui sur cette fonction autour du développement durable. On a un message qui est très clair de notre management. On ne s'arrête pas. La transition, elle est en route, on l'accompagne, on accompagne nos clients, et on ne s'arrête pas. Donc on a vraiment un message de support très fort qui pour nous voilà, ça nous anime et c'est parfois des combats aussi qu'on a à mener en interne vis-à-vis de l'externe également pour défendre nos bilans. Et on a ce support du management que je trouve moi très important et un message très clair sur comment ça c'est important aujourd'hui chez BNP Paribas, chez Arval. Ensuite, on regardera dans le détail, et je pourrais détailler beaucoup plus la partie Arval, parce que c'est mon cœur, on y viendra, mais sur la partie Arval, oui, on fait beaucoup de choses sur la décarbonation et l'électrification. Ok. Et alors, moi, encore une fois, je vous crois, il n'y a pas de souci, mais donc, je me base sur le rapport Banking on Climate Chaos sorti en 2025. Et donc, selon ce rapport, les financements de BNP Paribas à l'expansion des énergies fossiles sont repartis à la hausse en 2024. On a donc d'un côté Arval et BNP Paribas Mobility, et pour le coup, je ne remets pas du tout en doute votre engagement, etc. Mais voilà, ces projets qui œuvrent à la décarbonation des transports. Et en fait, de l'autre, on a quand même des milliards d'euros qui financent directement ou indirectement des projets climaticides.
Est-ce que finalement, vos activités se résument pas à une sorte de vernis un peu pour verdir l'image du groupe? Nous, on apporte des solutions, mais qui s'appuient sur les core business des différentes entités. Donc, on est complètement sur, là pour le coup, c'est pas une couche de vernis, sur tout ce que va faire un BNP Paribas Personal Finance connu en France sous le nom de CTLM ou Kofi Kabai ou autre, ou de BPLS ou d'Arval. Sur ces parts-là, on trace et on suit ce qu'on fait, évidemment, sur tout ce qui est investissement bas carbone. On est très clair sur la trajectoire sur toutes nos actions, enfin toutes nos activités. Un des corps d'activité, je vais prendre par exemple le véhicule industriel BPLS et RTJ aussi, donc c'est les poids lourds comme les véhicules utilitaires. Quand tu regardes l'année 2025, typiquement, sur le marché français, que ce soit sur les industriels ou sur les particuliers, tu as eu une contraction des ventes d'immatriculation de véhicules électriques. Donc il se peut que ponctuellement, la part de l'encours sur des véhicules qui étaient sur d'autres typologies d'énergie électrique ait pu connaître un rebond sur un cycle. Mais sur un cycle plus long terme, les chiffres que te donnait Eric, sur la part aujourd'hui des 80%, ça ne peut que tendre et ça continue de se développer. Et c'est vrai pour tout. C'est pas tu parlais de vernis, c'est pas du vernis et ça se concrétise dans chaque activité. La difficulté, c'est que quand on accompagne des clients, des grands institutionnels, des grandes entreprises, là aussi, on est sur des cycles longs d'investissement, que ça soit sur leur infra et sur un certain nombre d'autres choses. Donc, on ne peut pas le mesurer quand tu regardes à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'un semestre. En fait, ça ne parle pas. Tu fais une photo, la photo... vous savez très bien, c'est comme un reportage sur une personne. Tu prends hors cadre une photo, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Nous, on travaille sur le film et la cohérence, et c'est pas juste de la cohérence de l'histoire, c'est est-ce qu'on va et on prend la bonne tendance. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de banques, avec le recul qu'il y a notamment outre-Atlantique, qui continuent à avoir, même dans les réunions internes, sans qu'il y ait de caméra externe, un discours aussi clair de peu importe, on continue, parce que... non seulement c'est bon pour la planète, mais on sait que c'est bon même pour l'entreprise et le client au sens large du terme. Pour moi, la réponse à cette question, elle est clairement dans ce chiffre de plus de 80%. Alors, on ne peut pas vraiment qualifier ça de vernis, c'est vraiment un investissement très fort qui a été fourni par le groupe, une transition très marquée. Donc on peut se focaliser encore une fois sur le verre à moitié vide. Alors là, il n'est même pas à moitié vide, il est 20% vide. Le sens de l'histoire, c'est que cette partie va continuer à décroître. Donc, focalisons sur les éléments positifs. Et il y a énormément de projets d'énergie renouvelable qui sont financés. Alors, je n'ai pas les chiffres et les exemples, mais on en a qui sont sur le même site que tu consultais. Et voilà, il y a beaucoup d'efforts, d'investissements qui sont faits sur ces éléments, à la fois d'énergie, d'infrastructure. Donc, je préfère me focaliser sur cette partie positive. Donc, ce que je comprends de votre réponse, en gros, c'est que ce rebond, on va dire, des investissements fossiles en 2024, c'est plus contextuel, mais que si on dézoome, par exemple, sur la courbe à 10 ans, 20 ans, 30 ans, malgré tout, il y aura une baisse, quoi. Absolument. Ok. Alors, je vous propose qu'on parle justement un peu plus du sujet de l'électrification. Eric, selon toi, en quoi Arval peut-elle devenir un acteur majeur de la décarbonation de nos mobilités? Alors je l'ai dit, on a 1,8 million de véhicules à la route, donc c'est une masse formidable sur laquelle on peut travailler pour accompagner nos clients. Alors je rappelle quand même, on a des gros chiffres, on a l'impression que c'est nous qui décidons, mais on est un prestataire de service, donc on fournit aux clients du conseil sur quels sont ses choix stratégiques à faire pour gérer sa flotte quand c'est une entreprise, mais le client reste lui maître de sa décision et fait ses propres choix. Donc charge à nous d'amener un certain nombre d'informations qui lui permettent de prendre les décisions, d'adapter sa politique à son contexte. Voilà, on a différents clients avec des profils et des contraintes vraiment différentes. Moi, je parle souvent à des clients, je trouve ça toujours très enrichissant. Et quand on a quelqu'un qui gère une flotte de véhicules utilitaires ou une flotte de commerciaux ou une petite partie de véhicules de fonction, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et l'électrification va être différenciée en fonction de ses cas d'usage, en fonction d'une multitude de paramètres. Ce qu'on disait, c'est que la situation finalement c'est quand même pas mal complexifiée avec l'électrification. Et donc le rôle d'Arval, c'est vraiment ancré dans cet accompagnement
pour avoir les bonnes clés pour faire une transition pragmatique, réaliste vis-à-vis de l'entreprise. Nous, notre cœur de métier, c'est de fournir cette solution. On garde quand même à l'esprit l'aspect budgétaire. Cette transition, elle doit se faire dans un cadre budgétaire qui est de plus en plus contraint, et donc c'est là où on doit beaucoup travailler et accompagner. Aujourd'hui, les chiffres ils sont quand même relativement satisfaisants. On a différentes situations dans les pays européens, puisqu'on est présent beaucoup en Europe, un petit peu en Amérique latine. En Europe, on a des situations qui sont quand même relativement contrastées. Le nord de l'Europe, où l'électrique est quasiment plus un sujet, en fait. La transition est déjà très amorcée, et donc on accompagne cette transition. On a le sud de l'Europe, où on a des difficultés beaucoup plus évidentes. Et encore le sud de l'Europe, je mettrai à part le Portugal, et vraiment l'Espagne, l'Italie, qui sont vraiment de gros pays, de gros marchés, où ici on a un souci principalement d'infrastructure pour accompagtir cette électrification. Et puis on a des pays... Il n'y a pas assez de bornes de recharge. Il n'y a pas assez de bornes de recharge, concrètement, c'est très clair. Il y a des débuts d'investissements qui sont faits. Il y a une réalisation par ces pays qu'il faut qu'ils mettent en place un certain nombre de bornes pour permettre cette transition. Et ça, pour le coup, pour aller dans ton sens, c'est vrai que j'avais fait un road trip en Espagne... dans le sud de l'Espagne il y a maintenant un peu plus d'1 an. Je suis très optimiste, je m'étais dit je vais le faire en voiture électrique, ça va être super simple, maintenant que j'ai l'habitude, etc. Je l'avais déjà fait en Écosse, etc. Et non, j'ai pas du tout pu le faire, j'ai dû prendre une voiture thermique, donc ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais c'est vrai que en fait, j'avais l'impression que c'était pas du tout un sujet pour eux, juste le loueur de proposer une voiture électrique. Mais il disait mais qu'est-ce qu'il a lui, il est fou quoi. On n'y est pas encore, donc c'est pour ça que je fais cette distinction, et chacun est pas au même niveau dans cette transition. Et ensuite on a la France, et je mettrai un peu l'Allemagne dans le même paquet, où on est un peu entre les deux. On sent, et alors les chiffres récents du marché automobile en France sont vraiment porteurs d'espoir sur cette bascule, parce qu'on est reparti vraiment à la hausse. On a fini l'année avec plus de 20% d'électrique mis à la route en France, avec des pics certains mois, un véhicule sur 4 qui était électrique. Donc c'est des chiffres qu'on aime voir quand on est engagé dans cette transition, qu'on surveille de très près. Pour autant, je reviens à cette notion d'accompagnement. On ne va pas pouvoir passer du jour au lendemain de 25% à 90-100% d'électrique. Il y a encore des cas d'usage où on va devoir déployer d'autres solutions. Et il y a d'autres solutions pour réduire les émissions carbone. Alors, ce ne sera pas aussi efficace que l'électrique, parce que ça, on est très clair que la solution principale pour décarboner le transport des véhicules, des voitures, c'est l'électrification. Le 100% électrique, mais il y a aussi d'autres solutions technologiques d'électrification qui, bien qu'ils n'apportent pas autant de gains d'émissions carbone, permettent de réduire comparé à un véhicule traditionnel. C'est quoi, c'est de l'hybride tous les modes d'hybridation amènent un gain à diverses gradations, de 2 à 6% sur de l'hybride léger. Sur l'hybride rechargeable, c'est beaucoup plus variable, parce que là, on introduit une notion d'usage, et sur cette partie-là, l'importation d'usage est extrêmement importante. Un hybride rechargeable qu'on ne recharge pas, au-delà d'être une absurdité, la personne qui a acheté cet hybride-là va le sentir au niveau de son portefeuille, parce que ça va coûter beaucoup plus cher, et ça va émettre beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et donc, encore une fois, on accompagne nos clients qui optent pour cette solution et ces différentes solutions pour adapter ça au bon cas d'usage. Il n'y a pas une solution pour tout. Et on a même des outils sur la partie plug-in hybride pour aider à piloter le bon niveau de recharge des collaborateurs. Bon, en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous misez quand même pas mal sur l'électrification. Et alors, moi, je suis assez fan du Shift Project. J'imagine que tu dois connaître. Et donc, dans son plan de transformation de l'économie française, le Shift Project estime que pour respecter nos objectifs climatiques, le marché automobile devrait se contracter de 40% d'ici 2050 par rapport à 2020. Et dans leur rapport vers des économies régionales bas carbone, ils écrivent même, je cite, « Faire reposer l'ensemble de nos actions sur la seule conversion à l'identique du parc de véhicules à l'électrique n'est pas une option. » Et là, moi, ce que je comprends de ta réponse et de ce que j'ai lu un peu sur le site, c'est que votre modèle, en tant qu'Arval, il repose quand même vraiment pas mal sur la croissance du nombre de véhicules financés et loués. Est-ce que on vous demande pas structurellement en fait de faire exactement ce que les experts en décarbonation déconseillent ? Alors, il faut distinguer croissance du parc et croissance d'une entreprise.
Les chiffres, en fait, ils sont là. Hein. Le parc, il ne croît pas. En France et en Europe, on a un parc qui vieillit. Les chiffres sur lesquels je me fais citer sur la France en janvier sur le taux d'électrification sont très bons, mais c'est le plus bas historique de mise à la route. Ne confondons pas ces deux niveaux. Nous, Arval, et comme toute entreprise, on a une vocation à avoir un business model de croissance. Pour autant, c'est en gain de part de marché ou en gain proportionnel sur d'autres modes que vont être l'achat, le financement avec un prêt. En fait, c'est que ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'à travers cette solution de loyer, on a une solution plus simple pour accéder à la mobilité et aussi pour accéder à la mobilité électrique, qui, rappelons-le, il y a un coût d'acquisition qui est en général plus cher et c'est un frein. Hein, on citait la recharge, mais le coût du véhicule électrique neuf, c'est un des autres freins assez importants à l'électrification. Donc ces éléments, voilà, c'est des choses positives qu'on amène dans un marché qui, en fait, en lui-même, est plutôt déjà orienté dans une trajectoire telle que le décrit, alors peut-être pas aussi abrupte que le décrit Shift Project, mais on est déjà, en fait, en réalité, dans cette dynamique-là. Et alors, question corollaire, puisque dans le PTEF toujours, les équipes du Shift Project pointent l'augmentation du poids des véhicules et rappellent que la masse des nouveaux véhicules neufs doit être réduite. Et en fait, moi je me suis dit, avec votre modèle de location longue durée, on pourrait presque considérer que vous permettez aux entreprises de lisser des choses comme le malus sur les véhicules de plus d'1,5 tonnes. Comment, et je me tourne aussi vers toi Barbara, comment est-ce que vous encouragez vos clients à choisir des véhicules plus légers ? Juste pour revenir sur de trois éléments en complément de ce que disait Eric, Arval, à la fin 2026, a pour objectif d'avoir 400 000 véhicules électriques. Donc, tu vois, quand on parlait d'engagement, etc., c'est ça l'objectif principal. Il n'y a pas d'antagonisme par rapport à ce que tu citais du Shift Project. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que pour acquérir des véhicules électriques, il faut du pouvoir d'achat. Donc, on a un engagement environnemental et on a un engagement sociétal. Il y a l'industrie automobile en France et en Europe. On doit l'aider aussi dans sa transition. Et on voit à quel point c'est difficile. Le nombre d'emplois liés directement ou indirectement, il est énorme. C'est des consommateurs, qu'ils soient clients ou pas d'ailleurs de BNP Paribas. Enfin, je veux dire, on a cet engagement aussi là. Et c'est pas parce que le parc croît ou décroît que ça pousse l'électrification. Eric, il parlait au global, la part d'électrification de véhicules électriques a cru. Oui, et c'est essentiellement porté par les entreprises. La part de véhicules électriques en 2025 sur les particuliers est passée de 23 à 20%. Et là, je rejoins ta question et je te réponds. Pourquoi ? Parce que sur les catégories les plus accessibles pour les Français, les catégories B, les petites citadines, les véhicules compacts, tu as des écarts qui sont encore souvent énormes en termes de prix. Ça, jusqu'à 55%. Là, il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu de toute la chaîne. Et c'est facile de dire après un constructeur baisse tes prix, il n'y a pas qu'une question de marge parce qu'à un moment donné s'ils vendent à perte ou qu'ils se retrouvent plus à couvrir les frais, donc derrière ça c'est peut-être revoir les équipements de véhicules. C'est pas pour ça qu'il faut minorer les équipements de sécurité. Donc c'est vraiment, on parlait de transformation, on doit accompagner la transfo. Donc il y a ces sujets-là, il y a les sujets d'infrastructure, on l'évoquait. Il y a encore beaucoup de craintes de je peux recharger, je peux pas recharger. Il y a un Français sur deux qui est en habitat collectif, en immeuble, quoi. Le taux d'équipement, il est encore super bas. Il y a, je crois, 220 000 copros dessus. Tu dois avoir aujourd'hui 12 000 copros qui sont équipés. Je te le fais grossement, mais c'est ça. Hein. Tu en as 37 000 qui ont voté un projet de je vais mettre des bornes. Tu en as 12 000 qui sont équipés. Donc, il y a une majorité qui n'est pas équipée. Sur le site de travail, les entreprises ne sont pas tant que ça équipées. Puis, il y a le télétravail, tu n'y es pas tout le temps. Puis, c'est un peu la guerre dans ce cas entre les collaborateurs qui arrivent les premiers pour recharger. Et l'itinérance coûte cher, donc c'est aussi des sujets qu'on adresse. Donc, il y a vraiment un accompagnement global à avoir. Le prix, l'infrastructure pour pouvoir vraiment démocratiser le véhicule. Et par rapport à ce que tu disais sur est-ce que ce n'est pas une façon de lisser ? En fait, les solutions locatives, donc on propose des solutions locatives, on propose des solutions de financement. Ça a une vertu en particulier dans ces périodes de transition. Quand tu es propriétaire de ton véhicule, tu as voulu bien faire, mais tu n'étais pas convaincu complètement par l'électrique, tu as pris un hybride rechargeable, tu as joué le jeu de recharger,
mais il y a 3-4 ans. C'était pas les mêmes technologies, c'était pas les mêmes autonomies affichées. Aujourd'hui, le Français qui allume son téléviseur, qui regarde le spot ou qui se voit pousser sur les réseaux les spots des constructeurs et autres sur les hybrides rechargeables, par exemple, on lui annonce maintenant des autonomies et en partie purement électriques et en partie combinées, beaucoup plus importantes, parce que les technologies, elles évoluent. Elles évoluent de tous les constructeurs. Et il y a un peu la guerre à la techno. Quand tu as acheté un véhicule il y a 4 ans, tu en es propriétaire et que finalement la techno aujourd'hui, tu vois, c'est comme quand je reprends mon exemple du magnétoscope et que tu es passé au DVD puis après directement au streaming, ça valait plus rien ton truc. Donc quand tu loues une voiture, tu portes pas ce risque de dépréciation, tu le fais porter au financeur. C'est notre job en fait de aussi prendre des risques. Donc en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la location et sur le marché du particulier en France, il y a 92% des véhicules neufs qui sont financés en location, mais tu as 48% des véhicules d'occasion, même l'occasion. C'est que tu fais porter sur quelqu'un d'autre ce risque et toi, en tant que consommateur, tu ne le prends pas. Les entreprises, elles ont cette même logique. Donc la location, ce n'est pas pour réduire à la part du malus, c'est plutôt pour ça. Et le malus, tout le monde regarde. Parce qu'en fait, les entreprises comme les particuliers, dans les périodes d'incertitude réglementaire, politique, qu'est-ce qu'elles font toutes ? Elles essaient d'avoir la meilleure gestion de leurs frais. Et donc, quand elles ont voulu, et beaucoup sont volontaristes pour s'équiper en électrique, tu as 25% en global de prix plus élevé sur un véhicule électrique, toute gamme confondue, si tu moyennises, que sur un véhicule thermique. C'est déjà un effort. Donc, tu peux pas te prendre la couche en plus du malus, etc. Donc, en fait, tout le monde est à l'affût d'avoir le conseil d'un professionnel comme Arval pour te dire, en fonction des placements de tes gars, du nombre de kilomètres, c'est quoi les véhicules qui correspondent. Et après, faites votre choix, parce que nous, on est multimarque et on est agnostique, on n'est pas là pour pousser autre, on est là pour essayer d'avoir les meilleures conditions, par contre, pour les clients. Et derrière, de leur dire, celui-là, il est malucé, celui-là, il n'est pas malucé, celui-là, il est éco-scoré, celui-là, il n'est pas éco-scoré. Et là, c'est un peu la jungle. Et ils ont tous besoin d'être accompagnés. Ok, donc ce que je comprends de ta réponse, c'est que dans un sens, la location, elle permet surtout de faciliter l'accès à des véhicules qui sont plus chers, donc à faciliter l'accès à des véhicules électriques. En fait, malgré, on va dire, ce lissage avec l'abonnement, le malus est quand même vraiment pris en compte. Bien sûr. Il n'y a pas, on va dire, de petit effet rebond où tu te dis « Ah, ça va, c'est un loyer, donc je peux me permettre de prendre un véhicule plus lourd. » Mais alors du coup, peut-être que, Eric, tu peux me répondre. Est-ce que, justement, vous, ça fait partie de votre stratégie d'encourager à acheter des véhicules plus légers, puisque ça, pour le coup, c'est quand même vraiment un sujet super important. Alors, il y a plusieurs éléments là-dessus. C'est vraiment, on appelle ça le right sizing. C'est vraiment, encore une fois, l'adéquation entre l'usage et le bon modèle. Et donc, dans cette adéquation, en fait, la partie poids, c'est quelque chose qu'on regarde. Et on a également, sur cette partie poids, des éléments qui ne sont pas de notre fait. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de voiture. Donc on est multimarque, on prend les modèles tels qu'ils sont. Et ce qu'on a observé sur la partie électrique en particulier, c'est qu'on a eu un début d'amorce de l'électrification avec des modèles beaucoup plus premium, des plus gros, des segments C, D, etc. Donc c'est plutôt des grosses voitures. Donc ça joue aussi sur cette dimension de c'est les véhicules plus lourds, parce que comme c'est des véhicules plus grands, plus premium, c'était la stratégie de marque des fabricants, d'aller chercher un peu plus de véhicules plus chers, avec plus de marge pour financer cette transition sur laquelle ils sont engagés et qui, on l'a vu, c'est des investissements colossaux. Et donc ils ont eu cette stratégie, et on voit qu'avec cette première phase étant passée, on voit de plus en plus de modèles, de plus petits modèles. En fait, ils redescendent progressivement, et on voit des choses hyper intéressantes dans les gammes B. Alors, on a eu le succès de cette année avec Renault et la Renault 5, qui est une illustration pour moi très positive de cette redescente. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect mix de modèles qui va transitionner vers des véhicules plus légers. Et puis, encore une fois, les gens qu'on a en face de nous, le premier driver, quand c'est des entreprises, ils ont un budget à respecter. Le gros véhicule plus lourd, il est en général plus cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, en gros, effectivement, tu confirmes quand même que les constructeurs ont eu tendance à faire augmenter la masse des véhicules,
mais tu as l'impression que là, on va vers plutôt quelque chose de mieux. Mhm. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'encourager les entreprises, enfin en tout cas vos clients, à aller vers des véhicules plus légers, puisque c'est déjà une réflexion qu'ils intègrent par rapport au coût. Exactement, Ouais. et nous, on le porte. Donc, Ouais. on fait en interne, je disais, moi, ça fait partie de mon rôle un peu d'évangéliser les différents axes de décarbonation. Le poids, c'est très clairement quelque chose sur lequel on insiste en interne. Voilà, réfléchissez à cette notion de poids. Et sachant qu'il y a le sujet de la décarbonation par rapport au poids, mais il y a aussi le sujet des émissions de particules fines. Parce que plus une voiture est lourde, plus il va y avoir de la friction avec les pneus, etc. Et plus il va y avoir de la pollution. Donc en fait, on a tous à gagner à aller vers des véhicules plus légers, sauf peut-être les constructeurs sur les marges. Mais ça, du coup, j'imagine que vous, avec tout votre parc, et, on va dire, ce que vous représentez, vous avez peut-être un pouvoir aussi de pression, on va dire, sur les constructeurs pour aller vers des véhicules plus légers. Je sais pas. Alors, on a beaucoup d'échanges avec les constructeurs sur ces enjeux de décarbonation des véhicules, sur les petits véhicules, notamment, je pense encore une fois à Renault, on a travaillé avec eux sur un podcast justement sur la décarbonation du véhicule avant son premier kilomètre, c'est-à-dire sur toute cette phase amont. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges autour de ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose sur lequel ils travaillent beaucoup, cette décarbonation. Parce qu'en fait, ils ont déjà identifié que la décarbonation à la route, c'est l'électrification. Mais à la fin des fins, puisque l'objectif, c'est vraiment de réduire tout, quand on aura réduit les émissions d'usage, finalement, il faut se concentrer de nouveau sur les émissions de fabrication. Et c'est quelque chose qui les anime. Donc, le poids et cette stratégie de gamme rentre vraiment en ligne de compte. Il y a aussi d'autres éléments qui vont aussi rentrer en ligne de compte pour la phase amont. C'est l'aspect circulaire. Donc, combien de matière on va injecter dans la fabrication d'un véhicule qui n'est pas une matière qu'on vient d'extraire, qui n'est pas une matière vierge. On va réutiliser, réemployer, alors soit d'autres véhicules, soit d'autres filières. C'est aussi un très gros enjeu. Et donc, on a des chiffres qui sont publiés par les fabricants. Et beaucoup, grâce, entre guillemets, aux normes de reporting européennes, sur lesquelles on a beaucoup tapé, mais au moins l'intérêt, c'est qu'on a un peu plus de transparence et d'informations comparables entre différents Et puis on partait de loin, on peut se le dire. Hein, on va parler du petit scandale Volkswagen. Voilà, je pense qu'effectivement, plus de transparence, c'est pas plus mal. Voilà, et donc on voit des chiffres qui sortent et qui sont assez positifs, donc avec des chiffres entre 20 et 30% de matière recyclée en termes de poids de véhicules et qui sont voués à augmenter, encore une fois, parce que c'est souvent, cette partie économie circulaire, elle est bonne pour la planète parce qu'on utilise moins de ressources, ça prend moins de carbone à fabriquer ou à processer ces matériaux. Et puis souvent, c'est aussi un enjeu économique parce que c'est moins cher. Donc c'est vraiment ça, pour le coup, le sweet spot de l'aspect durabilité, c'est qu'on arrive à aligner ce qu'on appelle les 3P, profit, planète et people. Et alors je vais prendre une autre citation, mais cette fois-ci d'Aurélien Bigot, que vous connaissez peut-être, qui est donc un chercheur spécialisé dans la transition de nos mobilités, qu'on a reçu dans le podcast et que j'encourage nos spectateurs, nos auditeurs à aller voir ou écouter. Donc en 2023, il disait déjà « L'électrique est l'avenir de la voiture, mais la voiture n'est pas celui de la mobilité ». Et donc ça, je pense qu'on peut assez facilement le comprendre, parce que déjà, nos voitures sont généralement inutilisées. Je crois que c'est à peu près 95% du temps. On a un taux d'occupation moyen en France qui tourne autour de 1,4 personnes par véhicule sur des trajets courts. Donc avoir une énorme machine comme ça pour avoir juste une personne et demie en général dedans, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, cette machine, elle a nécessité beaucoup de ressources à produire, comme tu le disais, que ce soit en matière, que ce soit en énergie, etc. Qu'est-ce que vous faites, et là je me tourne vers toi Barbara, qu'est-ce que vous faites pour justement essayer d'améliorer déjà le taux d'occupation des voitures? Est-ce que ça, c'est un truc que vous travaillez dans votre façon de conseiller, et est-ce que vous essayez aussi parfois d'encourager des clients à choisir le vélo plutôt que la voiture, ou on va dire des modes de transport qui sont peut-être moins rentables pour des boîtes comme Arval, etc. Alors oui, déjà pour te répondre, oui, et en fait sous différents segments. Tu parlais l'autosolisme, le fait d'être tout seul dans son véhicule. Quand on est autour de grandes villes et au volant, on s'en rend compte suffisamment. Et d'ailleurs, sur le périph', on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de voitures
sur des tranches horaires qui utilisent la voie de gauche, parce que la plupart, ils sont tout seuls. Donc déjà, on encourage l'autopartage. Il y a des initiatives très claires. Arval a développé une solution d'autopartage qu'elle propose pour les entreprises. Et si tu dis, bah ouais, mais en fait, c'est moins rentable que de proposer un véhicule, les entreprises, on les accompagne dans le long terme. Donc, elles sont aussi capables de se rendre compte de véhicules de fonction finalement qui ne sont pas réellement utilisés ou de véhicules qui restent dans les parkings. Donc, ils nous sollicitent, mais on est proactif sur le sujet parce que si on veut les garder comme clients longtemps et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs pour le dire clairement, il faut être capable de répondre à tous les besoins et aussi de leur faire savoir ce qui existe. Parce que souvent, ils ont la tête dans le guidon. Donc, l'autopartage, c'est une réalité. Après, tu as tout ce qui est le fait de recourir à des solutions justement d'autopartage sur les trajets. Au sein du groupe BNP, on le promeut. Donc, en interne, tu veux dire ? Ouais, en interne sur les collaborateurs, en ayant en fait des partenariats pour proposer sur les trajets domicile-travail, surtout en province, en périurbain et en zone rurale. On est une banque, donc on est présent sur tout le territoire, aussi pouvoir en bénéficier. Après, il y a comment tu le finances. Ça ou les transports en commun et les autres solutions. On a développé un savoir-faire au sein du groupe. Alors, je reprends mon ancienne casquette Arval, mais avec Arval, on a beaucoup bossé pour équiper et proposer aux entreprises de proposer des systèmes qui couvrent le forfait mobilité durable, les abonnements de transport en commun avec une solution toute simple avec le Arval Mobility Pass. On dit des fois les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. On a fait mentir l'adage puisqu'on doit avoir 57 000 collaborateurs au sein du groupe BNP Paribas en France qui sont équipés de la solution. Réellement, ça a permis en fait de changer des comportements. Parce que ça ouvre le questionnement d'un collaborateur. Pourquoi, tiens, au départ, quand il fait beau, je ne vais pas tester de marcher et prendre les transports ? Ou, tiens, finalement, c'est peut-être pas si bête de faire du vélo. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a plus de pistes cyclables et je suis accompagnée financièrement. Parce qu'avec le pass mobilité, ton forfait mobilité durable, tu peux t'équiper avec un vélo, tu peux l'entretenir aussi. Mais tu n'es pas coincé. Souvent, ce que les gens n'aiment pas quand tu essaies de transformer ou changer leur comportement, c'est que ça soit d'un seul coup, tu passes de blanc à noir. En fait, la mobilité, suivant les saisons, suivant l'état d'esprit, ton agenda de la journée, c'est peut-être plus simple. Tu vois, moi, je vais prendre mon train, mon Transilien pour venir sur Paris. Tiens, il fait beau, finalement, mon vélo avec mon casque, je vais mieux le sentir. J'ai pas plein de sacs, l'ordi avec mon gros sac à main, je me suis mieux organisée. En fait, c'est ça la réalité. Et donc, que ça soit les forfaits mobilité durable, les solutions de vélo à l'achat en tant que client, mes collaborateurs qui bénéficient d'un forfait mobilité durable ou d'une action push, je vais te laisser en parler Eric, de vélo taf, tout ça, ce sont des nouveaux leviers de croissance. Et en fait, c'est pas un calcul court-termiste en se disant « Oh là, à court terme, ça ramène moins qu'un contrat de location ». C'est ça l'avenir de la boîte. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure de travailler ou réfléchir sur des cycles longs, oui, en fait, la société, elle évolue et on ne peut pas dire qu'on promeut une économie plus vertueuse en termes d'écologie et de durabilité si on ne se tourne pas là-dessus. Mais par contre, il faut des solutions qui soient robustes, qui tiennent à l'échelle pour ne pas être dans le vernis que tu évoquais. C'est ça vraiment l'enjeu. Et donc, on le propose, particulier et entreprise. Donc, je te rejoins tout à fait. Alors, j'ai juste partagé mon expérience sur le Mobility Pass. Comme je disais, je me suis blessé. Donc, le vélo, c'est plus tellement une option en ce moment. Mais justement, cette flexibilité, elle est là. C'est que du jour au lendemain, grâce à cette flexibilité qui est offerte par le Mobility Pass, Arval Mobility Pass, en fait, je change de mode de manière complètement transparente et je suis accompagné aussi bien avec l'un que l'autre. Les vélos, l'année dernière, je me suis équipé d'un casque, ce genre de choses. C'est inclus, ça fait partie de ce qu'on peut avoir dans le Mobility Pass. Là, dans cette phase où c'est un peu plus compliqué de prendre le vélo, j'ai les tickets qui sont pris en charge et de façon extrêmement simple avec juste la petite carte. C'est pour moi l'exemple parfait de la flexibilité qui est offerte et de l'encouragement que ça permet d'aller vers des mobilités
soit le train, le RER, le vélo, et de sortir des schémas qui étaient précédents avec vraiment des structures de compensation qui étaient très figées, beaucoup centrées autour de la voiture, ou de l'autre côté du pass Navigo. Là, on a quelque chose qui est plus adaptable et encore une fois qui s'adapte à ce que vivent les gens au quotidien. Et donc le Mobility Pass, si j'ai bien compris, c'est un abonnement mensuel qui te permet de pouvoir louer un vélo pendant un moment, et si tu as besoin après de... C'est un budget. C'est un budget qu'on a pour une année en fait, et on a la possibilité soit de payer l'abonnement Navigo, de payer au ticket, soit avec des partenaires aller s'équiper sur des vélos, de financer le vélo également. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais on propose aussi, je rebondis sur l'abonnement, en fait, comme une voiture en location, des vélos en location. Ça fait partie de l'accompagnement auprès des entreprises. Et c'est pas que des grosses entreprises. Tu as les grosses entreprises qui ont des collaborateurs souvent plus jeunes, plus urbains, qui demandent ça. Et même s'ils étaient éligibles à un véhicule de fonction, ils n'en ont pas l'utilité. Puis souvent, c'est même une galère pour eux parce qu'ils n'ont pas le parking là où ils habitent. On le voit dans les grandes agglomérations. Et c'est un coût en plus d'avoir un parking. Mais tu as aussi des professions. Tu vois, on accompagne, BNP Paribas accompagne beaucoup les professions libérales dans le médical ou les profils avocats ou plein d'autres professions libérales. Pour se déplacer, d'aller d'un rendez-vous à l'autre, eux, ils sont très demandeurs, entre guillemets, du vélo de fonction. Donc, c'est une location longue durée. Pareil, tous les 3 ou 4 ans, tu changes ton vélo pour avoir un vélo d'une autre technologie où tu prolonges ton abonnement. Mais ce vélo, c'est vertueux parce que ce vélo de fonction, il est repris, il est reconditionné. Et sur Mobility for You, une des plateformes dont je m'occupe, on le repropose aux clients. Il est certifié, garanti. Les batteries sont vérifiées, puisque c'est beaucoup, évidemment, de vélos électriques au-delà des vélos musculaires, à des prix qui sont accessibles au grand public. Donc, en fait, tu as plusieurs cycles comme ça. Et donc, ça se démocratise. Et je crois qu'il y a plus de 10 000 vélos en parc chez Arval en location longue durée de ce type. Donc, quand on parlait de solutions à l'échelle, là encore une fois, tu vois, c'est pas du vernis, quoi. Et pour revenir sur ce qu'on offre aussi aux entreprises sur cette partie partage, donc on l'a dit, le car sharing, c'est hyper important pour nos clients. Encore une fois, on les accompagne aux différents usages. Sortir d'un modèle où on a assigné un véhicule à une personne, c'est un gain économique évident pour eux. Et donc, nous, on les accompagne dans cette transition, puisque notre vocation, c'est d'être un acteur de la mobilité qui s'inscrit dans les contraintes de budget de nos clients. Et c'est un levier qu'on utilise très clairement au niveau des entreprises, même si ça veut dire qu'on n'aura pas 15 voitures, mais moins, et qu'on fournit une plateforme pour faciliter ce partage entre les collaborateurs. C'est de la fidélisation. On remplit notre rôle qui est d'amener à notre client la solution qui lui convient en termes de mobilité. On a également été très récemment sur la logistique du dernier kilomètre. On sait que avec l'essor des plateformes digitales, on a eu un essor aussi de cet aspect livraison avec des camionnettes. On amène des solutions différentes avec Delivery & Go. Là, on propose des solutions autour de des vélos cargo. Alors, c'est pas vraiment des vélos cargo parce qu'on n'est plus sur de l'activation, mais sur de l'électrique, en fait, des petits tricycles électriques, donc beaucoup plus sobres en termes de poids, beaucoup plus faciles à manier en centre-ville. Et ça, c'est des choses qu'on accompagne parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de claquer des doigts et de dire je vais remplacer mes camionnettes par ces vélos cargo électriques. Il y a derrière une réflexion à amener sur le changement des processus, la façon dont on réfléchit, la logistique du dernier kilomètre. Et donc ça, c'est des choses, encore une fois, où on amène des solutions en fonction de là où en est le client. Et on a beaucoup de clients qui sont quand même très engagés dans cette direction-là. Rappelons-le, en fait, c'est pas que Arval qui est porteur de cette transition et qui porte le flambeau. Nos clients sont engagés, ils sont et leur, comme je le disais, leur engagement ne faiblit pas. Moi,
très, très impressionné. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de retours un peu en arrière sur ces sujets-là. Nos clients, ils se sont fixés un cap, ils restent sur ce cap. Et donc, les objectifs de transition restent, l'électrification reste, l'utilisation des différentes solutions de mobilité qu'on a décrites, de partage, d'autopartage, etc., restent des outils qu'ils utilisent pleinement dans leur transition. Très bien. Et alors, moi, j'aimerais qu'on parle justement, qu'on revienne un peu sur la voiture électrique. Et en fait, la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde, c'est est-ce que la France est prête pour la voiture électrique ? Parce que donc on compte encore des déserts de recharge dans de nombreuses zones rurales et périurbaines, ça on l'a un peu mentionné tout à l'heure. Et dans ces endroits, on trouve souvent des entreprises artisanales, des PME, etc. Est-ce qu'une banque comme BNP Paribas, qui finance la transition, a une responsabilité à jouer justement sur le déploiement des infrastructures ? Et bon, tu avais apporté un peu un élément de réponse là-dessus, mais voilà, est-ce que vous vous contentez vraiment de vendre des véhicules, enfin de vendre ou de louer des véhicules électriques dans un réseau qui n'est pas encore prêt à les accueillir, ou alors est-ce que vous participez quand même à l'amélioration de ce réseau ? Je pense qu'on y participe, c'est au-delà d'y penser, on y contribue tous les jours. Alors, est-ce que la France, elle est prête ? On voit quand même qu'il y a une tendance positive. Je vais te donner 3 chiffres. La semaine dernière, on a publié le deuxième indicateur de bascule vers la mobilité électrique qu'on fait en partenariat BNP Paribas Mobility avec l'Obsoco. Et donc, on avait fait une prise d'empreinte 1 an avant. Donc, deuxième édition. Sur le marché du particulier, donc c'est une note sur 10. On est passé de 4,6 à 4,9%. On mesure taux d'adoption en fonction de sujets réglementaires, de coûts, d'infrastructures, etc. Sur les entreprises, je te donne les 3 gros chiffres et je reviens sur ta question. On est passé donc de 4 à 4,5 sur 10. Donc on n'est pas encore à la moyenne, mais ça progresse. Et sur les véhicules industriels qui étaient les plus en retrait, on est passé de 2,3 à 3. Donc on a progressé de 0,7. Donc 7% pour le dire peut-être plus clairement. Donc déjà, il y a un phénomène, tu vois, qui est enclenché. Et le fait de suivre cette tendance, au moins on a les éléments concrets parce qu'après ça se décompose avec plein de choses. Aujourd'hui, la question c'est pas est-ce que les clients, quels qu'ils soient, ils sont prêts. Et je vais revenir sur comment on contribue. C'est qu'on identifie des freins, c'est comment on travaille tous pour justement faire bouger les freins. Et tu as des freins qui sont communs. Les prix, parce que mine de rien, si on dit que dans certains endroits, il y a un recul de la conscientisation écologique, c'est qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat, donc le prix. Donc tu parlais des grosses voitures, l'accessibilité des plus petites voitures, tous les constructeurs, oui, on échange avec eux, oui, on partage ces chiffres. Rien que ça fait bouger les lignes en essayant de réfléchir à des solutions concrètes sur le sujet. Et l'accompagnement de loueurs comme Arval avec les entreprises fait que là où c'était les comités de direction avec les grosses voitures, ça descend et ça ruisselle aux collaborateurs, aux véhicules commerciaux et donc l'électrique. Et donc, tu es sur des plus petits véhicules. Donc ça, c'est un travail du quotidien. Donc rien que là, on y contribue, mais en ciblant les bons clients en fonction des lieux et des déplacements. Et je vais venir sur les zones rurales. Le deuxième frein, c'est les infras. Je te disais, les particuliers, tu en as 1 sur 2 aujourd'hui où c'est une tannée encore, de prendre le sujet, de le faire voter par son syndic pour la copro et autres. Donc ça, très clairement, on a aussi un travail de sensibilisation sur tous les acteurs publics, privés sur le sujet, pour travailler avec des gens, pour pouvoir faire ces investissements aussi pour les copros et pour aussi aider les simplifications de démarches. Mais ces pour aller dans ton sens, excuse-moi, justement, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un sondage de l'ADEME de 2023. Et selon ce sondage, la crainte d'être à court de batterie serait le second frein à l'adoption d'un véhicule électrique. Donc en fait, il y a effectivement le sujet de l'infrastructure, mais aussi l'autonomie. Pour nous, aujourd'hui, il se pose, tu vois, avec l'étude là qu'on vient de publier, c'est au niveau du 3e frein à peu près ex aequo avec l'infra. Mais je vais venir juste sur l'infra. Il y a aussi donc le sujet des entreprises à aider. Et ça, au quotidien, on finance des investissements pour mettre des bornes au sein des sites professionnels pour aussi avoir des infrastructures vertueuses. Comment tu mets des panneaux sur les toits, comment c'est relié avec ton système aussi, que tu améliores ton système de chauffage et de production d'énergie, comment tu accompagnes avec des bornes intelligentes qui sont compatibles avec des constructeurs où tu as la possibilité de charger un véhicule, mais qu'un véhicule à un moment donné se
recharge. Et c'est vrai aussi pour les particuliers parce que c'est ça le futur. C'est qu'à un moment donné, tu consommes plus dans ton habitation le soir, t'as le four, t'as la machine à laver, t'as le quotidien d'un Français. Il a besoin que là, l'énergie, elle soit présente dans la maison, qui aura peut-être produit toute la journée et que s'il a pu s'équiper d'infrastructures qui prend l'énergie solaire stockée, mais dès lors que ça sera plus accessible économiquement aussi de la charge. Et puis la nuit, quand c'est là où tu as tes heures creuses pour faire tourner une machine à laver avec la capacité de l'avoir en décalage, mais aussi de charger ton véhicule. Donc ça fait partie de ce qu'on fait aussi, parce que tu as le monde de l'automobile, tu as la rénovation énergétique, et tout ça, tu sais, on parle de domotive ou d'automotique, c'est la fusion de tout avec l'électrique. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, c'est vrai pour les entreprises. Et ça, au quotidien, ça fait partie de nos chiffres, de nos rapports officiels, etc. Et sur le véhicule industriel, là aussi, ça demande des gros investissements et ça demande à ce qu'on accompagne les PME. Et BNP Paribas fait partie des acteurs qui accompagnent fortement les PME. Il y a le salon de l'agriculture qui, là, sur cette période, je vais te donner aussi un chiffre qui, moi, m'a marqué. Moi, je viens d'un département rural à la base. Je n'avais pas conscience de l'écart de prix. Aujourd'hui, un tracteur thermique, c'est 101 000 euros en moyenne d'investissement. Un tracteur électrique, c'est 278 000 euros. Ça fait une petite différence quand même. Il faut le rentabiliser, il faut l'amortir et après, il faut accompagner sur le financement. Donc, est-ce qu'on aide là-dessus ? Oui. Sur le territoire national, sur les infrastructures, on bosse beaucoup. On a investi beaucoup dans des sociétés qui sont spécialisées sur les infrastructures de bornes en itinérance. Et on soutient aussi ça avec des solutions accessibles pour les entreprises et les particuliers pour pouvoir se recharger. Maintenant, on a la cible, la trajectoire et on s'y emploie tous les jours sur l'électrique. Mais il faut le faire intelligemment. Décemment, le conseil, Eric a beaucoup parlé de conseil, d'accompagnement. C'est vrai aussi dans l'activité que je gère directement. Allez conseiller à quelqu'un qui a peut-être une borne dans les 20 km de sa zone de mobilité quotidienne, d'aller prendre un véhicule électrique. S'il n'a pas l'envie ou les moyens de s'équiper à son domicile en plus et qui roule, c'est compliqué. Tu parlais de ton expérience dans le sud de l'Espagne. Tu vas dans certains départements français, peut-être qu'il y a une énergie transitoire qui est moins polluante que du thermique à prendre avant de passer à l'électrique parce qu'il y a une vitesse de déploiement. Pour autant, ça a beaucoup progressé. Dans le fameux observatoire, l'indicateur que je t'évoquais, quand on regarde aujourd'hui l'appréciation du taux de disponibilité des bornes à plus de 99%, on a gagné 3 points. Quand on est à 68% de bornes disponibles à plus de 99% du temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en panne, etc. On était à 65% l'année dernière. Sur les véhicules industriels, pourquoi il n'y a pas non plus beaucoup au-delà du prix ? Parce qu'ils n'arrivent pas à se recharger sur les autoroutes ou les grandes routes. Il y avait 56 bornes quand on a fait l'étude en 2024. On est passé à 112. L'enjeu, début 2029, c'est d'être à plus de 2000 bornes. C'est enclenché, parce qu'ils ont compris que, de toute façon, sans infrastructure. Alors, on peut regretter peut-être le rythme, mais la marche est engagée, et que ça soit sur des investissements pour les particuliers, pour les entreprises ou pour les gros industriels, un acteur comme BNP Paribas, il est présent sur tous les maillons. Mais on ne peut pas le faire seul. On est un élément du système complet. Par contre, je pense qu'on est un élément qui est acteur en énergie et qui a des convictions fortes sur le sujet. Et quand on a plusieurs comme ça, ça fait pas mal évoluer quand même un système. Alors je compléterai avec deux parties, deux éléments de réponse. Un premier qui est un peu chiffré, un deuxième où on prend un peu de recul par rapport aux chiffres parce que tout n'est pas chiffre. Je regardais en préparation de cette interview le site de la FIR qui met à disposition les statistiques sur les bornes de recharge ou Education. Donc il y a une carte interactive qui est très, très bien faite où on voit où il y a des recharges, la concentration des points et les grands axes routiers. Qui ont, de par une réglementation européenne, l'obligation ou la cible d'avoir une borne de recharge rapide tous les 60 km. Et en fait, en France, on y est.
On y est à plus de 90%. Il y a quelques segments encore où on est en cours de déploiement, mais sur les grands axes, en fait, parce que l'enjeu majeur et la crainte majeure de l'autonomie, c'est pas pour le quotidien, parce qu'au quotidien, on est sur des plus petits trajets, donc on n'a pas l'angoisse de se retrouver en rade. Le sujet, c'est comme toujours, c'est que je prends mon véhicule pour 90% des cas, ça va être l'usage quotidien, mais je vais quand même regarder est-ce que ça tient le stress test de mon départ en vacances une fois par an. Et c'est là où le stress se focalise. C'est est-ce que quand je vais être dans cette situation-là, je vais avoir assez d'autonomie pour arriver jusqu'à ma destination. Et donc, avec cette infrastructure de recharge tous les 60 km avec de la recharge rapide, on a les moyens. On a les moyens, clairement, qui sont déployés. Alors, globalement, si je me souviens bien du chiffre, c'est plus de 40 000 bornes de recharge rapide et au total, 180 000 bornes de recharge en France. C'est-à-dire qu'on a une borne pour à peu près 8 véhicules, ce qui est quand même assez confortable quand on regarde la moyenne européenne. Après, effectivement, ça masque des disparités géographiques, ces chiffres. Donc, c'était pour la partie un peu chiffrée, donner un peu de perspective que, comme tu le disais, tout ça va dans le bon sens. Le déploiement s'accélère et aujourd'hui, on a tous les éléments qui permettent d'envisager des trajets courts, longs, dans des situations un peu sereines. Ensuite, le propos, c'est aussi une question d'expérience. Dans l'adhésion autour de l'électrique, on a beau avoir des gros discours avec des chiffres. Les gens, quand ils vont choisir un véhicule, ils ne regardent pas forcément que les chiffres. Il y a aussi une notion d'accompagnement pour leur adresser ces peurs, les mythes. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent autour des véhicules électriques. L'autonomie, on ne va pas arriver à terme. On va avoir une expérience de recharge qui est compliquée. Ça, malheureusement, c'est quand même partiellement vrai. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Chez Arval, en particulier pour les entreprises, on met en place toute une expérience réfléchie autour de la simplification pour faciliter cette transition, parce qu'on sait qu'on va aller d'une situation qui est maîtrisée depuis des années, aller dans une station à essence, faire le plein, tout le monde maîtrise. Avec l'électrique arrivent des considérations de ces 20%, 80%, le prix, c'est autant au kilowattheure, etc. Donc on a mis en place toute cette expérience de recharge à la route, les bornes à domicile, on accompagne. On accompagne avec nos partenaires au sein de BNP Paribas la mise en place de bornes dans les lieux de travail. Et sur la recharge, il y a aussi des efforts avec nos partenaires, nos écosystèmes. On participe souvent à des discussions croisées, on ne reste pas dans notre coin. On discute avec les OEM, on en a parlé, mais on discute aussi avec des acteurs de l'énergie, des acteurs publics. Et en fait, on voit qu'il y a des coalitions, des réflexions communes qui se mettent en place. Et récemment, j'étais dans un colloque, une table ronde avec des gens extrêmement intéressants dans leur perspective de la recharge publique, avec d'un côté Carrefour. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à les voir dans cette discussion, mais en fait, Carrefour est un acteur de la recharge publique. Ils mettent à disposition des recharges dans les parkings. Alors, évidemment, pour attirer les clients et que les clients, quand ils font leurs courses, puissent avoir cette recharge. Donc, fluidifier l'expérience. C'est-à-dire que la recharge, elle va peut-être prendre 1 heure, mais de toute façon, c'est 1 heure qu'on passe à faire les courses, donc c'est pas du temps perdu. Ils réfléchissent aussi à la mise à disposition de ces bornes pour des personnes qui sont dans des habitations collectives et qui n'ont pas l'équipement. Tu le soulignais, en fait, il y a beaucoup d'habitations collectives qui ne sont pas équipées de bornes. Souvent, il y a une proximité géographique entre ces centres commerciaux ou ces supermarchés et ces zones d'habitation collective. Là, il y a un gain très évident de faciliter en fait, cette expérience de recharge publique avec des choses qui ont été réfléchies et mises en place. Il me semble qu'ils ont ouvert la recharge de nuit pour se dire que en fait, les gens ne viennent pas que pendant les courses, mais il y a aussi des gens qui habitent autour et qui viennent faire la recharge de leur véhicule pendant la nuit. Donc ils se garent là, ils rechargent et ils ont leur véhicule qui est rechargé le lendemain matin. De la même façon, des acteurs du public, donc avec quelqu'un qui était engagé dans alors c'était la communauté de Saint-Quentin en Yvelines qui organisait un peu la stratégie de mise à disposition de la recharge publique et qui était un fervent défenseur de la simplification tarifaire. C'est vraiment un sujet où il y a encore des efforts à faire pour donner une lisibilité plus simple à la recharge. Voilà, il faut que toute cette expérience à tous les niveaux et tous les acteurs jouent le jeu de faciliter, de lever les barrières à la fois sur l'autonomie, mais l'autonomie avec les modèles qu'on a aujourd'hui et la recharge, en fait, on est déjà en train de gagner la partie. Pour autant, il faut être assez transparent. L'expérience ne sera pas la même qu'avec du thermique. Voilà, il faut être très clair. Je vais complètement dans ton sens.
Parce que donc je parlais de ce fameux voyage en Écosse en voiture. Et donc moi, c'était la première fois que je faisais vraiment un long voyage en voiture électrique. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à juste se pointer dans une station-service, tendre sa carte bleue, enfin faire le plein évidemment, mais il n'y a pas de question à se poser. Si juste savoir si c'est du sans-plomb ou du diesel, faire son plein et ensuite tendre sa carte bleue et voir faire un paiement automatique. Là, c'est vrai que c'est complètement différent. Très souvent, il faut télécharger une application. C'est pas les mêmes applications en fonction des bornes de recharge, etc. Donc du coup, moi, ça m'a généré pas mal de frustration au début, mais parce que c'était une nouvelle habitude à prendre. Et en fait, une fois que tu as compris ça, que tu sais que voilà, il faut télécharger éventuellement les applications en avance, que voilà, il y a une nouvelle habitude à prendre, et ben là, en fait, ça se passe super bien. Et je trouve que l'électrique, effectivement, a quand même de nombreux avantages par rapport au thermique. Et c'était vraiment agréable au global, mais une fois passé ces petits moments de frustration, j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. Et on travaille beaucoup sur cet aspect communication, expliquer, la prise en main d'un véhicule électrique. On a beaucoup de documentation, de guides pour aider à cette transition, à ce qu'elle soit le plus souple possible. Et à la fin des fins, les chiffres aussi, alors je reviens sur les chiffres, ils sont là, c'est 96% des détenteurs de véhicules électriques envisagent de rester sur l'électrique. Il faut passer, comme tu disais, il faut passer le cap. Et oui, l'autonomie, ça reste un frein. D'où cet enjeu de faire savoir, de partager l'expérience et d'arriver à sauter le pas du rejet premier. Parce que ça reste un frein psychologique. Les véhicules qui ont une autonomie de plus de 500 km, il n'y en a pas encore beaucoup. C'est 4% des modèles. Mais en fait, dans la vraie vie, quand on regarde nos modes de déplacement, même les gens qui prennent pas le train, ils font pas tant que ça et si souvent que ça dans l'année des grands trajets, Eric le disait. Et c'est presque un art de vivre et du civisme aussi. Un art de vivre parce que quand tu te poses finalement plus que tes 3 ou 4 minutes pour faire ton plein, le sujet c'est que tu peux éventuellement aller te prendre un café, tu prends le temps de respirer, tu fais peut-être une pause un peu plus longue pour reprendre de l'énergie pour conduire, voilà. Ou pour découvrir finalement aux alentours ou à ta borne le petit cœur du village où tu t'es arrêté ou une spécialité locale. Et après c'est du civisme aussi. Parce que c'est comme une habitude à prendre. On se le disait avant de commencer l'interview, c'est au début quand il a fallu faire le tri sélectif. Il y a plein de gens qui ont dû se forcer parce que c'était pas une évidence. Et ça y va ou pas. Puis une fois que tu as pris le coup, en fait, ils pensent même plus, c'est un peu ça. Et puis il y a des tips, et nous, on est aussi là pour les donner, les conseils, pour optimiser ton temps de recharge. Parce que ça ne sert à rien de chercher à être à 100%, par exemple, ni d'attendre d'être en risque et d'aller gratter les 2% de charge. Je pense que les gens qui ont eu cette expérience, ils savent le stress que ça a pu être et justement comment tu le vis au quotidien. Et donc, aider à faire améliorer le sujet du prix, avec plus aussi d'occasions qui reviennent, de retour des flottes entreprises, concourir à l'investissement sur les infrastructures, quelle que soit la typologie client, et travailler aussi sur l'acceptation et comment tu gères en fait ton autonomie et montrer plein de cas de gens différents, de toutes les catégories socio-professionnelles, tous les horizons qui vivent bien, en fait ça démystifie et ça concourt vraiment à aller vers plus électrique. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, c'était super intéressant. Et puis je vous dis à bientôt peut-être dans une voiture électrique, sur un train, sur un vélo. Voilà, du moment que c'est durable, c'est OK. Ça marche, Merci, avec plaisir. À bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Aurail vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.